Je voudrais vous avertir sur quelque chose, c'est-à-dire on ne va pas parler uniquement du franc CFA, c'est évident. Qu'on va parler de l'euro et beaucoup de l'euro, c'est évident, dans la mesure où ces deux systèmes qui sont dans la même logique et que l'un éclaire l'autre d'une manière absolument impressionnante. Et disons que l'euro n'était pas destiné à suivre les francs CFA, mais à la fin, les choses se sont passées de cette manière-là. C'est-à-dire que l'euro est en quelque sorte une sorte de réplique du franc CFA. C'est la même logique, c'est exactement la même chose. Alors, comment s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'histoire, tout d'abord. Il ne faut pas oublier que le système de l'étalon or termine exactement donc en 1933 avec la célèbre Confiscation Act de Roosevelt du 5 avril 1933. L'Angleterre avait déjà quitté l'étalon or en 1931 et restait donc les États-Unis. À ce moment-là, on va passer au règne du papier-monnaie, au sens strict du terme. Jusqu'à ce moment-là, donc depuis 2500 ou quelque chose comme ça, on était dans le règne de l'étalon or, de l'étalon or traditionnel, peut-on dire. Puis à un moment donné, vers 1818, on est passé à l'étalon or anglais, qu'il faut faire la différence entre le traditionnel et l'étalon or anglais, car l'étalon or anglais veut dire tout simplement que les Anglais ont supprimé l'argent métal en tant qu'instrument d'échange. Puisqu'avant, comment fonctionnait le système monétaire international? Fonctionnait tout simplement, donc c'était l'or qui garantissait les échanges au niveau international, et l'argent métal garantissait les échanges au niveau interne. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de monnaie, on dit argent, en espagnol on dit plata, etc. etc. Donc c'était l'argent qui servait pour les échanges au niveau interne, tandis que l'or servait pour les échanges au niveau international. Et puis, on est passé à l'étalon or anglais au sens pur du terme, c'est les Anglais qui commencent en 1818, on est passé en 1873 concrètement. À partir de ce moment-là, tous les autres pays vont petit à petit donc démonétiser l'argent métal et passer au règne de l'étalon or anglais. C'est-à-dire que l'or va, à partir de ce moment-là, garantir non seulement les échanges sur le marché international, mais en même temps garantir la quantité de monnaie en circulation. Donc, et normalement, l'or servait uniquement pour les échanges au niveau international. Il ne peut pas servir pour les deux choses. Et c'est la raison pour laquelle on a connu les célèbres crises de surproduction du 19e. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop peu de monnaie et à un moment donné, la demande de monnaie était supérieure à l'offre et ça a provoqué des crises de surproduction. Et c'est justement ces crises de surproduction que Marx va étudier. Simplement que lui va l'interpréter d'une façon très particulière en se servant de Hegel, c'est-à-dire de la dialectique hegelienne, comme quoi toute réalité devient son contraire à partir d'un moment donné. Et c'est cette contradiction, c'est le système capitaliste devenait une entrave au développement des forces productives, et donc ça devait donner des cycles de surproduction, et ces cycles de production allaient s'aggraver, et pour arriver à un moment donné, et vers des raccourcissements des cycles avant la crise finale. C'est la façon comme il interprétait les choses, disons selon la version hegelienne. Ici, pour nous, bien entendu, le problème, c'était tout simplement le fait qu'on a démonétisé l'argent métal, et l'argent métal représentait, par exemple, en 1818, les 30% de la monnaie en circulation. Donc, on a supprimé tout simplement 30% de la monnaie en circulation. On va les supprimer pendant les siècles. Et puis par la suite, on va arriver au fait que les États-Unis en 1833, bien entendu l'Angleterre commence par être la première société qui va rentrer dans le règne du papier-monnaie, de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui va s'affirmer
Et dans les principes de la souveraineté monétaire, c'est l'Angleterre qui les fait, donc en 1931, au moment où elle quitte les talons or définitivement. Et par la suite, les États-Unis donc, vont instituer, et avec la Confiscation Act, vont instituer le règne du dollar. On passe donc de l'étalon or au règne du dollar. Ce qui veut dire que tous les pays, à partir de ce moment-là, étaient en train de s'orienter vers le règne de la monnaie fiduciaire. Et la France va rentrer, bien entendu, dans ce processus. Elle avait déjà commencé à réfléchir sur la logique qui devait lier sa monnaie avec la monnaie des anciennes des colonies de l'époque, de toutes les colonies, mais en tout cas de l'Afrique francophone. Et ce n'est qu'en 1945, précisément, qui va naître, exactement le 26 décembre 1945, qui va naître, sous le pouvoir de De Gaulle, qui va naître donc les francs CFA, qui s'appelait donc fin des colonies françaises d'Afrique. Et ce système, si vous voulez, va apparaître avec une logique très particulière. Et la logique, elle est très simple. C'est-à-dire que De Gaulle ne voulait pas, à aucun moment, exploiter ces pays-là. Pour lui, c'était simplement un service que la France rendait à ses colonies. De quelle manière? Tout simplement, ces colonies achetaient avec les réserves leur propre monnaie. C'est-à-dire, par exemple, si, puisque chaque pays devait donner la moitié de ses réserves, les déposer auprès du Trésor public français, et puis la Banque de France émettait de la monnaie, en échange précisément de ses réserves. Chaque pays déposait la moitié de ses réserves. Bien entendu, lorsqu'il y avait des réserves, lorsqu'il n'y avait pas de réserves, il ne déposait rien du tout. Il n'était pas obligé de déposer quoi que ce soit. Le problème donc, c'est que la France va demander à ce que chaque pays, chaque colonie, dépose donc la moitié de ses réserves, et en échange, la France va reconnaître la convertibilité à l'infini, la convertibilité de cette monnaie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la France vendait une monnaie qu'elle achetait par la suite, au même prix. Il n'y avait pas l'idée de, comme ça s'appelle, d'essayer de profiter de ces pays-là. Ce n'était pas l'idée de De Gaulle, en tout cas. Et ce système va fonctionner curieusement très bien pendant que les francs CFA restent liés au franc. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que les francs tendaient à se dévaluer. On a connu une quantité de dévaluation absolument impressionnante, peut-on dire, que les francs CFA se dévaluaient avec, et c'était une sorte de dévaluation compétitive, de telle sorte que les produits de l'espace franc CFA étaient très concurrentiels à cause du fait que cette monnaie s'est dévaluée. Par rapport, si on regarde par exemple au règne du dollar, par exemple l'Amérique latine était déjà dans le règne du dollar totalement, elle est rentrée immédiatement dans le règne du dollar. Et comme le dollar s'appréciait par rapport donc, au franc, il est tout à fait évident, et par rapport au CFA, il est tout à fait évident que les produits des pays du CFA fonctionnaient très bien, et donc avaient beaucoup de réserves, et comme ils avaient beaucoup de réserves, ils avaient la possibilité d'acheter leur monnaie. Donc il y avait une sorte d'abondance relative de monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a eu une croissance quand même très importante pendant cette période-là. Et puis vont arriver les indépendances, et à partir donc de 58 et 60, les choses se concrétisent, etc. Et donc à partir de ce moment-là, le franc CFA va s'organiser d'une manière différente. Il y aura deux banques centrales. La Banque centrale de l'Europe de l'Ouest, pardon, de l'Afrique de l'Ouest, et la Banque centrale de l'Afrique équatoriale. Donc, de toute façon, 8 nations d'un côté et 6 de l'autre, pour résumer très simplement ces problèmes-là. Et donc, le problème, c'est que on va rentrer petite, donc pour autant que les francs CFA étaient en rapport avec les francs, bien entendu, la nomination va changer. On ne va plus l'appeler des colonies de l'Afrique francophone,
mais tout simplement de la communauté ou de la, oui, de la communauté, bien entendu, de l'Afrique francophone. Et donc, pour autant que le CFA restait lié au franc, ça allait bien. À partir du moment où les francs va disparaître et va devenir l'euro, et on va rentrer dans la logique de l'euro, à partir de ce moment-là, le CFA va rentrer dans la logique de l'euro. C'est-à-dire, donc, et ça va se produire exactement à partir du 1er janvier 1999, qui est le moment où le système de l'euro commence à fonctionner. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une autre période, qui est la période pendant laquelle les francs CFA cessent d'être concurrentiels. Et tout ça va se réaliser concrètement à partir du 20 novembre 2000, donc tout de suite après le passage des monnaies nationales à l'euro. À partir de ce moment-là, donc, le dollar va commencer à se déprécier. C'est-à-dire que le dollar va se trouver exactement le 20 novembre 2000, va se trouver à 0,82. L'euro valait 0,8228 d'un dollar, ce qui veut dire donc que le dollar avait touché son niveau le plus bas. Il va commencer à se déprécier. L'euro va toucher son niveau le plus bas et va commencer donc le dollar à se déprécier. Et le dollar va ainsi passer le 15 juillet, exactement. Et le 15 juillet 2008, il va être à 1,6038. Il est passé de 82 à 1,6038. C'est-à-dire que le dollar va se déprécier énormément. Et pendant cette période, donc, le CFA va s'apprécier énormément et donc va cesser d'être concurrentiel par rapport aux autres pays qui produisent la même chose. Comme par exemple par rapport à l'Amérique latine et concrètement à l'Amérique tropicale. Parce que les pays de l'Afrique francophone exportent la même chose que les pays de l'Amérique tropicale. Exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de 2000, etc., et à partir exactement de 2002 concrètement, l'Amérique latine va commencer à connaître, et parce que le dollar va se déprécier très lentement, après ça va s'accélérer, et donc l'Amérique latine va rentrer dans cette période du boom économique, de ce qu'on appelle les émergents. On parle à partir de ce moment-là des émergents. C'est le boom, il y a un boom économique absolument impressionnant, non seulement en Amérique latine, mais par exemple en Inde, etc., ce qu'on appelle les émergents, d'une manière générale. Mais le cas de l'Amérique latine est particulièrement significatif, parce que je vais me référer précisément à l'Amérique latine pour comparer exactement quelle est la productivité des uns et des autres, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le franc CFA va cesser d'être concurrentiel, et nous sommes actuellement dans une situation dans laquelle le franc CFA n'est plus concurrentiel parce que l'euro est trop fort. L'euro est déjà trop fort par rapport à la France, vous vous imaginez, par rapport au CFA, au pays du CFA. Et c'est la raison pour laquelle donc, il faut rentrer maintenant dans les problèmes de l'euro, l'apparition de l'euro, comment les choses se sont produites. Parce que tout ça, ça a été le résultat des accidents de l'histoire, etc. Il n'y a pas eu une volonté de nuire à qui que ce soit. La France se rendait en service à ces pays-là et continue à le rendre. Parce que la France, de toute façon, cette monnaie est entièrement convertible et totalement garantie. Et si demain le système s'arrête, la France devra rembourser la quantité de CFA en circulation. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, l'histoire ne va pas se produire sans aucune casse. Il va y avoir un problème. Ce n'est pas énorme, en tout cas pour la France, mais en tout cas, la France devra rembourser la quantité de CFA en circulation. Pour le moment, il y a de moins en moins. Pourquoi? Parce que ces pays-là, dans la mesure où ils exportent de moins en moins, ils ont de moins en moins de réserves. Et lorsqu'ils sont de réserves, ils ont donc des quantités très petites et tout ça, ce qui veut dire qu'ils reçoivent en échange très peu de monnaie. Et là, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas de monnaie du tout, ce qui fait que la monnaie en circulation de ces pays-là
comme par exemple la Centrafrique, tend à disparaître. C'est-à-dire que cette monnaie devient de plus en plus rare et de plus en plus chère. Donc, dans le sens où il y a rareté monétaire et rareté de crédit au sens pur du terme. Parce que le crédit est très cher. Et il est d'autant plus cher parce qu'il y a des pays dans l'espace CFA, nous allons le voir, où il y a encore de la monnaie en circulation, où il y a une certaine abondance de monnaie en circulation. Il y en a d'autres où il y en a plus, et presque plus rien. De telle sorte donc, que cette monnaie, lorsqu'elle est empruntée, elle coûte très cher. Très cher. Donc c'est-à-dire que les taux n'est pas les mêmes de partout, parce que c'est les taux réels qui fonctionnent. De telle sorte qu'il y a des pays où il y a presque plus de crédit, il y a presque plus de monnaie en circulation, il y a presque plus de crédit, et cela explique le fait qu'il y a des pays qui se trouvent avec un problème des exportations qui est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, il y a des pays qui exportent pour ainsi dire rien, et ce n'est pas sur des blagues. Prenons par exemple le cas de la Centrafrique. La Centrafrique en 2016, donc l'année dernière, a exporté pour 101 millions de dollars. 101 millions de dollars, avec un poids démographique de 4,5 millions d'habitants. C'est pour ainsi dire rien. Il faut savoir, par exemple, si nous prenons le cas des pays les plus petits de l'Amérique latine, qui se trouvent en Amérique centrale, comme vous le savez, et par exemple, les pays les plus pauvres de l'Amérique centrale seraient le Nicaragua actuellement, avec un poids démographique de 6 millions d'habitants et avec des exportations de 3,7 milliards, qui est le plus pauvre de l'Amérique centrale. Ça vous donne une idée de la différence. Par exemple, le cas du Niger. Le Niger, avec 20 millions d'habitants, n'exporte même pas pour 1 milliard de dollars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien entendu, il y a certains pays qui vont mieux, comme par exemple les Gabon. Les Gabon, avec 1,9 million d'habitants, exporte pour 4,3. C'est déjà important. Pourquoi? Parce que c'est un exportateur de pétrole, etc., etc. Tandis que nous avons par exemple le cas de la Guinée-Bissau, qui était une ancienne colonie portugaise qui rentrait dans les CFA, qui a 1,9 million aussi d'habitants, mais qui a exporté l'année dernière pour 54 millions de dollars. C'est-à-dire rien du tout, pour ainsi dire. Vous voyez? Mais le cas de la Centrafrique est particulièrement préoccupant. Il y a un pays particulièrement, et dont on ne le remarque pas, ce qui était curieux, qui est la Guinée équatoriale, qui est une ancienne colonie espagnole, et qui est actuellement le pays qui exporte le plus par rapport à son poids démographique. Si on regarde toujours, il faut savoir une chose, tout d'abord. C'est que la richesse des nations se mesure à l'importance des exportations. Plus un pays exporte, plus il est riche. C'est le critère de l'époque classique. Tandis qu'avec la crise des années 30, nous sommes rentrés à utiliser un autre critère qui est celui du PIB. Or, en réalité, si vous regardez bien, actuellement, la première puissance économique du monde, du point de vue des exportations, est la Chine et pas les États-Unis. Mais les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Pourquoi? Parce que les États-Unis détiennent le privilège de mettre la monnaie internationale. Mais si on regarde du point de vue des exportations, les choses sont très simples. Et entre les pays sous-développés, les choses sont très simples. Et on voit, il y a bien entendu des différences fondamentales entre les pays de l'Amérique latine et les pays donc de l'Afrique francophone. C'est tout simplement que les pays de l'Afrique francophone achètent leur monnaie, n'ont pas de souveraineté monétaire, mais les pays de l'Amérique latine, si l'Amérique latine s'en sort, c'est grâce à sa souveraineté monétaire. Ça, il faut le savoir. Indépendamment du fait qu'il y a 3 pays qui utilisent les dollars actuellement, l'Équateur, le Salvador et le Panama. Le Panama, c'est quelque chose qui est comme une sorte d'habitude historique à cause du canal de Panama et tout ça. Et de toute façon, le Panama est une des réussites les plus grandes du point de vue économique actuellement en Amérique latine. Car il faut savoir,
par exemple, que le Panama avait 4 millions d'habitants, donc un peu moins que la Centrafrique, exporte pour 15 milliards de dollars. C'est quelque chose d'énorme. Tandis que la Centrafrique n'exporte que pour 101 millions de dollars. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, ça vient du problème du franc CFA. C'est-à-dire qu'ils sont actuellement en rareté monétaire et rareté de crédit. Tandis qu'en Amérique latine, grâce au fait, parce que les pays qui font, mis à part le cas du Panama, parce qu'à un moment donné, si un pays est excédentaire, le fait de n'avoir pas une propre monnaie, ça n'a aucune importance. De toute façon, le problème, c'est qu'il est rentable. Regardez par exemple le cas de Hong Kong. Hong Kong a une monnaie qui est en parité pure avec les dollars, qui est le dollar hongkongais. Donc, c'est une monnaie qui est totalement, on dit, pégée, en peg avec les dollars des États-Unis. Et ça n'empêche pas que Hong Kong soit une réussite économique, mais absolument impressionnante. Il faut savoir qu'en 2016, Hong Kong est devenu la 8e puissance économique du monde par la valeur des exportations. Après, donc tout de suite après la France, précisément, la France a exporté en 2016 pour 507 milliards de dollars, tandis que Hong Kong, avec 7 millions et demi d'habitants, a exporté pour 502 milliards de dollars. Donc vous voyez, la différence est énorme, la distance est énorme. Je ne veux pas donc dire que la souveraineté monétaire est une exigence fondamentale, mais en cas de difficulté, il faut avoir la souveraineté. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas son instrument, on peut le maîtriser grâce aux circonstances, comme c'est le cas du Panama, ou c'est le cas par exemple de Hong Kong, ils peuvent maîtriser les circonstances. Mais pour la plupart des pays, il faut que la souveraineté monétaire soit quelque chose de fondamental. Alors donc, l'Europe va rentrer dans une logique à un moment donné parce que, à partir du rapport de Marjolin, précisément, et puis va apparaître le plan Barre, le rapport Werner, etc., va apparaître en Europe et particulièrement en France une idée qui va devenir une espèce de dogme absolument incroyable, selon lequel l'union monétaire mène à l'union politique. Or, ça ne s'est jamais produit et ça ne peut pas se produire. Tout simplement, Aristote rappelle une chose, c'est qu'en grec, la monnaie s'appelle nomisma, qui vient de nomos droit, est un produit du droit. Et de la même façon que tout État produit du droit, il doit, et il peut et il doit produire sa propre monnaie. C'est l'idée aristotélicienne. Et donc, le problème, c'est que la souveraineté monétaire est quelque chose de fondamental, parce que la souveraineté monétaire est en même temps le complément de la souveraineté politique. Et nous allons voir pourquoi, et tout d'un coup, on se trouve dans une situation particulièrement difficile. Parce qu'au début, on ne savait pas comment produire la monnaie unique en Europe. Et va commencer le projet de créer la monnaie unique et d'arriver à la création, à la production d'une monnaie unique, avec les différents plans dont je vous ai parlé, différents rapports, Marjolin tout d'abord, après Barre et après Werner, vont conduire à quoi? À la création précisément du serpent monétaire de 72. Et à partir de là commence une expérience qui est celle de la création d'une monnaie unique. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, et je vais revenir par la suite sur ce problème-là, ce qui se passe, c'est que les Africains disent, nous allons donc produire notre propre monnaie unique. Et ils ne se rendent pas compte que l'objectif fondamental est celui de la souveraineté monétaire. Il n'y a rien de plus simple que la souveraineté monétaire. Et on n'a pas besoin de produire sa propre monnaie. Si on n'a pas les instruments pour les produire, les machines pour les produire, on les fait produire ailleurs. C'est tout. C'est aussi simple. Par exemple, actuellement,
les euros allemands sont produits à Chamalières, en France. Une partie de la monnaie brésilienne est produite aussi en France. Et ce n'est pas la France qui dicte la politique économique et monétaire de ces pays-là. C'est simplement une production quelconque, un produit quelconque. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent garantir leur propre monnaie à partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque pays, mais ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, on va se trouver avec les mêmes problèmes. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de regarder l'expérience européenne. Parce que il y a des pays qui ont des réserves. Il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui peuvent apporter beaucoup. Il y en a qui peuvent apporter pas grand-chose, etc. Donc, à ce moment-là, ceux qui ont beaucoup de réserves vont se trouver avec beaucoup de monnaie. C'est le cas du Gabon. C'est le cas, précisément, actuellement, de la Guinée équatoriale, cette ancienne colonie espagnole, qui est actuellement celui qui exporte le plus par rapport au poids démographique. Parce que le poids démographique actuellement de la Guinée équatoriale est de 1,2 million d'habitants et il s'exporte pour 5 milliards de dollars en 2016, qui est donc qui est quelque chose d'énorme. Celui qui, par la valeur des exportations, a exporté le plus en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, avec 24 millions d'habitants, exporte pour 12 milliards, ce qui n'est pas énorme, qui rentre dans une sorte de moyenne, en dessous de la moyenne latino-américaine en tout cas, parce que normalement, en Amérique latine, on calcule que pour qu'un pays soit viable, pour chaque million d'habitants, il faut exporter 1 milliard de dollars. C'est aussi simple que ça. Vous prenez par exemple le cas d'Honduras, 8 millions d'habitants, 8 milliards de dollars. Il est pile poil au niveau où il faut être. C'est la même chose par exemple pour la République dominicaine, 10 milliards d'habitants, pardon, 10 millions d'habitants, 10 milliards de dollars. C'est exactement ce qu'il faut. Bien entendu, il y en a qui exportent plus de la quantité d'habitants. Ça, c'est le cas, par exemple, du Costa Rica. C'est de tout petits pays, ça. Je me réfère à des petits pays de l'Amérique latine. Et donc, le Costa Rica, avec 5 millions d'habitants, exporte pour 10 milliards. Donc, 2 fois ce qui convient. Vous voyez les problèmes. Bien entendu, il y a le cas du Panama, c'est un cas très particulier. Je vous dis, les 4 millions d'habitants exportaient 15 milliards de dollars, c'est quand même énorme. C'est la même chose pour le Chili. Avec 16 millions d'habitants, le Chili exporte pour 60 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec le rapport, vous voyez, avec le rapport avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions et c'est 12 milliards de dollars. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, indépendamment du fait que c'est un des pays qui fonctionne le mieux. Ce n'est pas celui qui exporte le plus du point de vue du poids démographique de ces pays-là. Alors, donc, revenons maintenant à l'euro. Il y a eu à un moment donné cette expérience du CFA, expérience du CFA monétaire, excusez-moi, du CFA monétaire. Et le CFA monétaire va se produire en 1972. Et j'ai fait un petit schéma pour vous donner donc, les modèles de cette histoire et donc, du CFA. Je ne sais pas comment les mettre pour que ça puisse tenir. Oh, attendez. Bon, je vais les tenir comme ça. Le fait est que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. Il s'agit de créer un tunnel de 2,25 d'un côté et de l'autre de la parité. La parité, c'est la ligne du centre. Et de provoquer la convergence. Et c'est la convergence qui devait conduire précisément à l'apparition de la monnaie unique. Cette convergence. Voyez comment cette ligne converge. Et c'est ça qui devait donner la monnaie unique. On pensait qu'elle allait surgir comme d'une manière spontanée, par les automatismes même du système. C'est ça de la façon qu'elle devait surgir. Mais en réalité, on va se trouver avec un problème énorme à cause du fait que, si vous regardez qu'est-ce qui se passe, parce qu'à l'époque on pensait que la valeur des monnaies dépendait du taux d'inflation.
Donc, on disait qu'il y avait un taux d'inflation. Le taux d'inflation en France est supérieur au taux d'inflation en Allemagne. C'est la raison pour laquelle les marques est beaucoup plus fort que les francs, etc. Mais si on regarde la réalité, et c'est à partir de là où on va essayer de voir le fonctionnement de ces systèmes. Parce que le problème est le suivant. La valeur d'échange d'une monnaie dépend de son abondance ou de sa rareté sur le marché international. Dit d'une autre manière, la valeur d'échange d'une monnaie dépend de l'offre et de la demande. Par exemple, pourquoi une monnaie est forte? Parce qu'elle est surdemandée sur le marché international. Pourquoi une monnaie est faible? Parce qu'elle est trop offerte sur le marché international. Personne n'en veut. C'est aussi simple que ça. Hein? Alors, si nous prenons cette logique, la logique quantitative qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que la valeur d'une monnaie dépend de l'offre et la demande, et c'est-à-dire dans le sens que si elle est très demandée sur le marché international, tout le monde veut l'acheter, donc elle s'apprécie. Si on ne veut pas de cette monnaie, elle va se déprécier. C'est aussi simple que ça. On la laisse de côté et donc elle se déprécie. Alors, dans l'idée de la convergence, va apparaître immédiatement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis d'un côté la monnaie A et la monnaie B. Je n'ai pas mis marque et franc, n'est-ce pas? Parce que c'était la monnaie forte et la monnaie faible à l'époque du serpent monétaire. Donc, si la monnaie forte devait se déprécier, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Il fallait tout simplement qu'elle fasse fonctionner la planche à billets, qu'elle vende sa monnaie et qu'elle augmente ses réserves. Donc elle s'est consolidée. En augmentant ses réserves, elle s'est consolidée. Tandis que les pays à monnaie faible, pour que sa monnaie s'apprécie, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait acheter sa monnaie. Et donc se dessaisir de ses réserves et s'appauvrir. Et se fragiliser encore plus. C'est la raison pour laquelle le franc n'a pas tenu au sein de ce système. N'a pas tenu et a dû sortir donc en février 1974. A dû sortir. Va revenir en septembre 1975, restera quelques mois et va sortir définitivement. Et on va changer donc la logique du système. Donc ce système ne fonctionnait pas. On pensait que les choses allaient se produire suivant la marque rouge que j'ai mis, qui veut dire tout simplement, vous avez vu cette marque rouge que j'ai mis là, c'est tout simplement, c'est ça qu'on appelle les serpents dans les tunnels. C'est tout simplement la manifestation de la culture de la BD. On voyait donc un serpent dans les tunnels, et c'est pour ça qu'on appelait les serpents monétaires, parce qu'ils devaient bouger de cette manière-là. En principe, devaient se manifester de cette manière-là. Vous voyez, la monnaie forte devait se manifester un peu au-dessus de la moyenne, et la monnaie faible un peu en dessous de la moyenne. Et à un moment ou à un autre, elles allaient converger. C'est aussi simple que ça. Donc le problème du serpent, c'est secondaire. Ça fait partie de ce que les Allemands appellent la Cartoonskultur, la culture de la BD. C'est aussi simple que ça. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la réalité. Par contre, le problème, c'est que par la suite, on va changer de système, on va les modifier un peu celui-là. Parce que celui-là est un système de parité stable et non ajustable. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas changer de parité. Une fois qu'on rentrait dans le système, il fallait converger, et c'est la convergence qui devait donner la monnaie unique, par les automatismes même du système. C'est ça l'idée. Et ça ne s'est pas produit. C'est produit le contraire, un désastre. À telle enseigne, par exemple, que lorsque la France sort en février 1974 du serpent monétaire, elle a dû emprunter à la Bundesbank de l'argent. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle avait dépensé toutes ses réserves. Et pourquoi elle avait dépensé toutes ses réserves? Tout simplement parce qu'elle avait acheté la surabondance de sa monnaie en circulation sur le marché international. C'était aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, donc, le fait est qu'on va essayer de converger, mais avec un système de parité stable et ajustable, changeant de parité constamment, etc., et pour essayer de converger, et on n'arrive pas à converger. Et c'est à ce moment-là où va apparaître donc le traité de Maastricht, et dans le traité de Maastricht apparaît une logique totalement différente. C'est laquelle la logique du traité de Maastricht?
de 92, ça il ne faut pas l'oublier. Donc c'est tout simplement, le fait que les pays européens allaient acheter leur monnaie. La même logique que les CFA. Simplement que ce n'est pas une institution qui garantit cette monnaie, comme la Banque de France, à travers les trésors publics, etc. Français. Là, c'est un tout petit peu différent. C'est tout simplement le fait que chaque pays va acheter l'augmentation de son stock monétaire. Parce que tout d'abord, on sait tout avec un stock monétaire stable. On va stabiliser les taux d'inflation, etc. Et jusqu'à arriver à 99, à partir du 1er janvier 99, à partir de ce moment-là, donc on devait être déjà, on va changer de parité et tout ça, on va fixer définitivement les parités plus précisément, et à partir de ce moment-là, donc on rentre dans ça. Et chaque pays voudra quoi? Tout simplement augmenter sa quantité de monnaie en circulation. Car il faut savoir une chose, parce que là, on a affaire avec l'euro. L'euro, c'est l'apparition de l'euro. Et dans l'euro, il se passe la chose suivante. C'est exactement la même chose qu'avec les CFA. La monnaie est la même, par exemple pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, ou pour les pays de l'Afrique équatoriale, etc. C'est exactement la même. Simplement que pour chaque pays, il y a une lettre différente qui est devant les numéros du billet. Il y a une lettre que c'est A, B, C, D, E, E, etc. N'est-ce pas? Et chaque pays a sa propre lettre. De la même façon, en Europe, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va se trouver avec une monnaie unique, n'est-ce pas? Mais chaque nation aura sa propre monnaie. Par exemple, la U, la lettre U, c'est pour la France. La lettre X, c'est pour l'Allemagne. La lettre Z, c'est pour la Belgique. La lettre V des véhicules pour l'Espagne, etc., etc. La lettre Y pour la Grèce, etc. Donc, chaque pays a sa propre lettre. Et bien entendu, quelle est la différence? Parce que ce qui va déterminer précisément ce système, c'est l'article 16 des statuts de la Banque centrale européenne, qui se trouve dans le traité de Maastricht, qui est en même temps. Donc, l'article fondamental, c'est l'article 16, qui est en même temps le 105A du traité de Maastricht. Tout est dans le traité de Maastricht. Et l'article 16 dit la chose suivante, qui est très simple. Le Conseil de la Banque centrale ne peut pas produire de la monnaie, mais elle peut accorder ses droits. Et elle accorde à qui? Elle accorde à ceux qui ont des devises, tout simplement. Donc chaque pays achète sa monnaie. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne se trouve en surabondance monétaire et facilité de crédit, tandis que les pays du sud de l'Europe se trouvent en rareté monétaire et rareté de crédit. Vous voyez les problèmes. Donc les pays du sud, parce que ce sont des pays déficitaires du point de vue commercial, parce qu'on les regarde tout d'abord au niveau commercial. Par la suite, on va regarder autre chose, c'est-à-dire c'est le fait que chaque pays donc, doit acheter sa propre monnaie, dans le sens que ce qu'il veut chaque pays à un moment donné, c'est augmenter la quantité de monnaie en circulation. En plus, j'ai oublié de signaler quelque chose qui est très simple, c'est que cette monnaie, si elle va dans un autre pays, elle circule dans notre pays. Parce qu'en France, on n'a pas que les lettres U en circulation. Il y a d'autres lettres. Mais l'essentiel de la quantité de monnaie en circulation sont les billets avec la lettre U. Et surtout les grosses coupures. Les petites coupures, on peut avoir des lettres différentes. Mais les grosses coupures, c'est généralement donc, du pays d'origine. Vous voyez? C'est parce que les grosses coupures circulent plus difficilement. Alors, donc,
Parce qu'il se passe la chose suivante, que je voudrais, comme ça s'appelle, ne pas confondre les choses. Il faut savoir, par exemple, que nous sommes, par exemple, en 98, c'est la dernière année avant l'apparition de la monnaie unique qui s'est produite, on rentre dans la monnaie unique le 1er janvier 1999. En 98, la France était le premier exportateur de la communauté européenne. Et c'est tout avec l'excédent le plus important de 36 milliards de dollars. Tandis que cette année-là, l'Allemagne, en compte courante, l'Allemagne va se trouver avec un déficit de 3,6 milliards de dollars. Donc, tout d'un coup, les choses vont se renverser. Vont se renverser pourquoi? Tout simplement parce que l'Allemagne va découvrir spontanément qu'elle a derrière elle une arrière-cour absolument impressionnante qui s'appelle son hinterland, où elle va pouvoir produire avec des coûts de production absolument ridicules, et qui fait qu'actuellement, 2016, l'Allemagne a eu l'excédent commercial le plus important du monde, indépendamment du fait que la Chine a produit 728 milliards de dollars de plus dans la valeur des exportations chinoises. Et indépendamment de ça, l'Allemagne s'est trouvée avec un excédent de presque 50 milliards de plus de dollars que la Chine. Indépendamment du fait que les exportations chinoises sont supérieures de 728 milliards de dollars de plus. C'est quelque chose d'énorme. Pourquoi l'Allemagne est très concurrentielle? Tout simplement parce qu'elle a derrière elle ces hinterlands, cette arrière-cour, ces pays, et les pays de l'Est, où elle produit avec des coûts de production absolument ridicules. Et après, elle les amène, elle fait construire des parts, par exemple des voitures qui sont construites dans les pays de l'Est, et puis sont amenées en Allemagne, montées en Allemagne, exportées made in Germany, etc. C'est-à-dire, donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de 2003, la France commence déjà à avoir un déficit. Elle est toujours déficitaire. Donc, qu'est-ce qui doit faire la France? Elle doit, pour ne pas tomber dans une situation de pénurie monétaire, elle doit s'endetter. Et si vous regardez bien, par exemple, l'endettement de la France était en 98, la dernière année avant l'euro, et en 98, était de 787 milliards d'euros. La dette, 61% du produit intérieur brut. Tandis que l'année dernière, on a eu une dette, fin de l'année dernière, de 2016, on a une dette de 2150 milliards d'euros. Et tous les pays du Sud, c'est exactement la même chose. Sauf l'Italie qui est actuellement en train qui est devenue donc excédentaire, etc., etc. Mais mis à part donc l'Italie, tous les autres pays du Sud, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, que ce soit la Grèce, etc., sont tous déficitaires. Et donc sont obligés de s'endetter. Par exemple, cette année, la France a emprunté, et va emprunter, parce qu'elle continue à emprunter, va emprunter 185 milliards d'euros. Donc un demi-milliard d'euros par jour. L'année prochaine, on va être à 195 milliards, 10 milliards de dollars de plus. Et ainsi de suite, c'est-à-dire ça augmente tous les ans. Parce qu'on est passé d'une dette en 98, on est passé d'une dette de 787 à 2150. Vous voyez? Donc ces pays-là sont obligés de s'endetter. Tandis que dans les pays du CFA, ils ne sont pas obligés de s'endetter, tout simplement, ils se laissent enfoncer dans la pénurie de monnaie et la rareté du crédit.
il ne peut pas s'endetter, ou ils peuvent s'endetter un tout petit peu, mais pas énormément, tandis que les pays, par exemple la France, est encore capable de continuer à s'endetter encore plus, à dépasser les 100% de son produit intérieur brut, d'arriver à 220 facilement, ou 230 qui est actuellement la dette, par exemple, du Portugal, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que la France est un pays solvable, encore solvable. On le croit, n'est-ce pas? Mais, et oui, parce que ça arrive très très vite. Hein. Il suffit d'une crise qui fasse, par exemple, que les obligations doivent être rémunérées plus cher, que tout d'un coup, on risque de se trouver avec un problème énorme. Parce que de toute façon, cette dette, pour le moment, on ne peut pas la rembourser. C'est impossible à rembourser. C'est-à-dire, il y a une solution et pour sortir de cet endettement. Je l'expliquerai. Mais le problème, revenons donc aux francs CFA. Les francs CFA, c'est que les responsables actuels veulent, pour la plupart, veulent donc créer une monnaie africaine toute seule, sans que la France ait quelque chose à voir là-dedans. D'un côté, ils considèrent par exemple que le fait que les CFA soient produits à Chamalières, c'est une des raisons de la dépendance, c'est une des causes de la dépendance, c'est la servitude elle-même, etc. Ils utilisent des termes de ce type-là, c'est la servitude volontaire. Mais c'est totalement absurde parce qu'on peut fabriquer, si on ne peut pas fabriquer, par exemple, tous les pays n'ont pas de machines pour produire des billets de banque. Ce sont rares les pays qui ont une bonne machine, etc., des bonnes machines, etc. En Afrique, par exemple, il n'y a que 3 pays qui peuvent produire de la monnaie. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Les autres, ils ne peuvent pas, ils sont obligés d'acheter leur monnaie sur le marché international. Et ça, de toute façon, on n'a qu'à faire la concurrence et tout ça. Il y en a un qui sera moins cher que l'autre, etc. Et donc, le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, si vous voulez, qu'à un moment donné, bien entendu, si on organise ça selon la logique européenne, par exemple, que chaque pays puisse acheter sa monnaie avec ses excédents, ceux qui ont des excédents vont pouvoir avoir de la monnaie, et ceux qui n'ont pas d'excédents, ils n'auront rien. Donc, on va se trouver avec la situation actuelle, qui explique précisément le fait que ces pays exportent très peu. Pourquoi? Parce que d'un côté, la monnaie est liée à l'euro est trop cher, donc le dollar est beaucoup plus concurrentiel, et ça se voit clairement. Si l'Amérique latine arrive à s'en sortir en produisant la même chose, l'Amérique tropicale précisément, en produisant la même chose, c'est tout simplement parce que les francs CFA est trop peu concurrentiel. C'est-à-dire, il est lié à une monnaie qui est trop chère. Si elle avait continué son lien avec les francs, si les francs avaient existé, etc., ces pays-là n'auraient pas eu tellement de problèmes. Vous voyez? Tandis que là, c'est le problème de cette rareté de monnaie. De la même manière, par exemple, que dans le cas de l'euro. Dans le cas de l'euro, on se rend compte, de toute façon, ce n'est pas difficile de le voir, que ces pays-là ne peuvent pas, les pays déficitaires actuels ne peuvent pas continuer à s'endetter à ce niveau-là. C'est impossible. Donc il faudra sortir à un moment donné de l'euro. Pourquoi? Pour récupérer la souveraineté monétaire. Que chaque pays puisse émettre sa propre monnaie. C'est l'idée fondamentale. Et d'ailleurs, on est rentré dans ce système de la souveraineté monétaire, suivant la logique aristotélicienne d'ailleurs, que c'est Knapp qui va en parler, sans avoir compris que ça venait d'Aristote, etc. Georges Knapp, donc il va en parler du fait que chaque pays peut émettre sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer pour la monnaie, pour ainsi dire. On peut mettre une monnaie qui soit pas chère et en abondance, etc. Bien entendu, il faut faire gaffe au problème de l'abondance, de la rareté et tout ça. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est la rareté des monnaies. Ça, c'est tout à fait évident, parce que sinon, c'est le retour au troc. Hein? Et donc, il faut éviter la surabondance des monnaies, c'est-à-dire le fait de faire fonctionner la planche à billets d'une façon absolument sauvage. Comme par exemple, le fait actuellement le Venezuela. Vous imaginez que cette année, ils vont se trouver à la fin de l'année avec une inflation de l'ordre de 1200%. C'est quelque chose d'énorme. Actuellement, donc,
le bolivars est actuellement donc à 24 millions de bolivars pour $1. C'est quelque chose d'absolument terrible, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, donc, ils ont décidé d'émettre de la monnaie d'une manière absolument impressionnante. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui émettent de la monnaie, ils l'achètent. Mais ça arrive par avion. Donc, la quantité de monnaie. Et le problème, c'est que jusqu'à il y a 200 ans et demi, il y avait une quantité de monnaie qui allait de 10, 20, 50 et 100. Actuellement, nous sommes dans les 100 000 déjà. Vous voyez, ça pour vous donner une idée de la dépréciation de cette monnaie. D'autant plus qu'il y a un problème de boycott du côté des États-Unis. Or, les États-Unis dominent avec les dollars. Il ne faut pas oublier que les États-Unis détiennent les droits d'émettre la monnaie internationale et donc de pouvoir acheter les biens du monde avec du simple papier. Et par exemple, Barry Eichengreen, l'économiste de l'Université de Berkeley, disait dernièrement que les États-Unis gagnent par le fait même d'émettre la monnaie internationale l'équivalent de 1000 milliards de dollars par an. 1000 milliards, c'est quand même énorme, c'est quelque chose d'absolument considérable. Et actuellement, nous sommes autour de 1250 milliards. Ça, il est dit en 2010. Ça vous donne une idée donc du profit qui tirent les États-Unis. Et les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent. En plus, comme l'avait déjà signalé et Eichengreen, en plus, le rappelle que les pays qui détiennent les droits d'émettre la monnaie internationale ont la possibilité de pouvoir imposer non seulement son économie, mais son droit et la politique internationale. C'est aussi simple que ça. C'est simplement par le fait d'émettre la monnaie internationale. Parce que la monnaie, c'est du droit. Et à partir du moment où une monnaie nationale est le produit du droit national, elle ne peut pas être universelle. Elle s'impose comme universelle à un moment donné. Parce que les États-Unis ont manipulé bien les choses à ce moment-là. Roosevelt, tout simplement, il va démonétiser tout l'or qui détenait les États-Unis à ce moment-là. Lorsqu'il va instituer la Confiscation Act, ce n'est pas un acte simple, ce n'est pas quelque chose. En plus, il était terriblement pénalisé. Vous vous imaginez qu'à l'époque, parce qu'il fallait donc que chaque personne échange sa monnaie or contre des dollars, etc. À l'époque, c'était $20 pour des onces d'or. Et donc, sinon, la personne qui ne le faisait pas était susceptible d'avoir une peine de 10 ans de tôle et de $10 000 de l'époque. Et à l'époque, donc une once d'or valait $20. C'est-à-dire qu'actuellement, sur les calculs, ça arrive à quelque chose comme $700 000. L'amende que la personne devait avoir s'il n'échangeait pas sa monnaie. Il échangeait immédiatement, ce qui est tout à fait évident. Donc, et tout cet or, ils vont le thésauriser, ils vont le retirer de la circulation et ils vont laisser le dollar en tant que monnaie dominante, en tant que monnaie internationale, monnaie de réserve internationale, tout d'abord de facto et à partir des accords de 1944 va devenir par droit de jure précisément la monnaie de réserve internationale. Et donc avec la garantie hors du dollar. Hein, alors, si vous voulez, parce que je ne voudrais pas dépasser trop le temps. Le problème est le suivant. Parce qu'il y a une solution. Il est tout à fait évident, si on regarde les problèmes du franc CFA, il faut que chaque pays puisse émettre sa propre monnaie. De toute façon, sinon ils vont tomber dans la même expérience que celle du CFA actuel, simplement que dans la version européenne. C'est-à-dire que chaque pays achète sa propre monnaie lorsqu'il a des réserves. Parce que la Banque centrale accorde ses droits au pays qui a de la monnaie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Allemagne est le pays qui émet le plus d'euros en Europe. C'est l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, etc., quelques pays comme ça, qui émettent de la monnaie. Les autres sont obligés de s'endetter. Donc il est tout à fait évident qu'on ne peut pas suivre cette logique. On est obligé à un moment ou à un autre de revenir justement à la souveraineté monétaire. Et revenir à la souveraineté monétaire, ça veut dire quitter l'euro. Et quitter l'euro veut dire quoi en même temps? S'il y a tout simplement deux nations qui se retirent, comme par exemple la France et l'Italie, pour donner un exemple totalement arbitraire,
il est évident que l'euro va se déprécier de 35%. Et si la totalité décide de quitter l'euro, l'euro ne vaudra plus rien, donc la dette va se déprécier d'elle-même. C'est-à-dire, donc, la seule façon de sortir de l'endettement, c'est sortir de l'euro. Parce que l'euro, la valeur de l'euro, c'est la demande. Si tout ce monde continue à demander l'euro, il va continuer à s'apprécier. Tandis que si tout d'un coup, on laisse tomber l'euro, parce que je suis absolument contre l'idée qui s'est développée à un moment donné, vous le savez, qui est venue de Cheverman d'ailleurs, et qui était d'essayer de maintenir l'euro en tant que monnaie commune. Ça, c'est totalement absurde. Il ne s'agit pas de sauvegarder l'existence de l'euro. Il faut que l'euro disparaisse. Si l'euro disparaît, la dette internationale disparaît. Vous imaginez dans le cas de la France. Actuellement, donc, 3/4 de la dette française circule sur le marché international. Il y a donc, non, pardon, deux tiers de la dette française circule sur le marché international. Un tiers circule sur le marché interne. Ce tiers va se transformer en franc et va suivre la logique du franc qui devra se déprécier nécessairement. C'est tout à fait évident, parce qu'on n'est pas concurrentiel par rapport à l'Allemagne, parce que l'Allemagne va continuer avec son Hinterland. Il faut savoir, même si elle sort de l'euro, elle va continuer avec son Hinterland, elle va continuer à être surconcurrentielle. Donc la France devra déprécier pendant une certaine période, un certain moment de l'histoire en tout cas, et sera obligée de déprécier sa monnaie. Donc ce tiers va se dissoudre petit à petit, tandis que si au niveau international, il y a abandon de l'euro d'une façon globale, ou même si ce n'est pas la moitié des pays, la dette elle-même va se dissoudre. Parce que la dette, elle est en euro. Et si l'euro perd sa valeur, sa dette perd sa valeur. C'est la même chose qui s'est passée en Amérique latine, par exemple. Lorsque, à partir de 2002, les dollars s'est déprécié, et concrètement, si nous le regardons, c'est à partir de 2000 jusqu'à 2008, les dollars étaient en train de s'effondrer, a perdu presque 100% de sa valeur à un moment donné. Et les pays latino-américains ont été capables de rembourser leurs dettes. Et leur dette a disparu. Pourquoi? Parce que d'un côté, les dollars s'étant dépréciés d'une façon impressionnante, leurs produits devenaient surconcurrentiels. À ce moment-là, l'Afrique n'arrivait pas à vendre. L'Afrique francophone n'arrivait pas à vendre, tout simplement. Tandis que les pays de l'Amérique latine vendaient incroyablement. Pourquoi? Parce que les dollars s'étaient dépréciés de façon absolument impressionnante. Et de l'autre côté, il faut savoir que les pays de l'Amérique latine, non seulement ont remboursé leurs dettes, là ils sont en train de s'endetter à nouveau. C'est le cas du Venezuela, bien entendu, ce n'est pas le cas de tous les pays. Et par exemple, actuellement, le Mexique a une dette qui doit être, à un moment donné, était de 0%. Et actuellement, la dette du Mexique doit être de l'ordre de 25 à 30%, quelque chose comme ça. C'est quand même pas énorme, ça n'a pas d'importance, pour ainsi dire. Mais en tout cas, ils sont en train de se réendetter à nouveau, mais à un moment donné, ils sont non seulement devenus surconcurrentiels à cause de la baisse du dollar, mais en plus, leur dette a disparu, ils sont remboursés leurs dettes. Et à un moment donné, par exemple, dans les années, par exemple, autour de 2010, 2012, 2014, etc., les pays de l'Amérique latine n'avaient plus de dettes. Tout simplement parce que les dollars s'étaient dépréciés d'une façon impressionnante. Et il était au bord de l'effondrement. Et ça s'est produit à partir du 15 juillet 2008. Précisément, c'est la presque totalité des grandes banques internationales qui sont intervenues pour sauver les dollars. Et à ce moment-là, ils ont acheté des dollars et des bons du trésor pour éviter l'effondrement du dollar. Et c'est ça qui va réussir donc à éviter l'effondrement total du dollar, parce que le dollar était en train de s'effondrer. Et c'est ça qui va permettre la restructuration de la puissance américaine. Et c'est la raison pour laquelle on a connu le deuxième semestre 2008. C'était, nous l'appelons encore la grande récession. C'était une récession d'une brutalité absolument impressionnante. Si on regarde simplement les dry index, les Baltic Dry Index, qui mesure les échanges de produits secs sur le marché international,
des produits secs qui sont transportés par bateau, etc., comme le cacao, le café ou le bois et les métaux, etc., etc. Tout ça. Et le taux index est passé de presque donc 19 000 points et est passé à 665 points. C'est quelque chose d'absolument énorme. Il y a une contraction absolument impressionnante des échanges sur le marché international, qui était la conséquence du fait que les grandes banques centrales se sont mis à acheter des dollars comme des dingues, pour ainsi dire. Et donc, le dollar va se consolider. Et tout de suite après, Bernanke va lancer le célèbre plan de soutien du dollar, qui consistait en quoi? Consistait à acheter des bons du trésor de 30 ans. Parce que les bons du trésor de 30 ans, qui est la pièce principale du système dollar, étaient en train de s'effondrer. Donc voilà, si vous voulez, quel est le résultat de cette réflexion, c'est le fait qu'il faut revenir à la souveraineté monétaire. Il faut que chaque pays puisse gérer sa propre monnaie, bien évidemment. Il faut une monnaie internationale. Quelle doit être cette monnaie internationale? Il n'y a pas d'autre que l'étalon or. Mais l'étalon or international. Car, c'est-à-dire, parce que, par exemple, lorsque De Gaulle parlait de l'étalon or, il se réfère à l'étalon or anglais, tel que Rueff le pensait. C'est-à-dire, celui qui servait pour les échanges au niveau international et pour garantir les monnaies en circulation. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, nous sommes passés à la logique de la souveraineté monétaire, et maintenant, c'est l'or qui doit servir pour les échanges au niveau international, et chaque monnaie devra avoir un rapport de parité stable et ajustable avec l'étalon or, de telle sorte que toute société est capable de garantir la valeur de sa monnaie, tout en ayant la possibilité de pouvoir changer de parité à n'importe quel moment. Parce qu'il devait y avoir nécessairement un rapport de parité stable et ajustable entre les monnaies nationales et l'or, mais tout pays pourra donc produire sa propre monnaie sans que ça coûte très cher. Parce que vous imaginez, s'il faut avoir des réserves or pour produire la monnaie, c'est la folie. Il est tout à fait évident que la plupart des pays ne peuvent pas le faire. Il y a certains pays dans le monde qui ont encore des réserves et qui peuvent se les permettre, mais la plupart des pays n'ont pas de réserves, ou ils sont quelque chose d'absolument ridicule. Par exemple, si on regarde les statistiques, et dernièrement, par exemple, un pays comme le Costa Rica, qui est un des pays qui s'en sortent les mieux en Amérique latine, a actuellement donc l'équivalent d'1 kilo d'or en réserve, ce qui n'a pas de sens. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a actuellement 2454 000 tonnes d'or en réserve. Ce n'est pas la même chose. La Chine a aussi beaucoup de réserves. Les États-Unis disent avoir plus de ce qu'ils sont. On n'arrive pas à savoir exactement quelle est la quantité, mais en réalité, ils n'ont pas la quantité qu'ils disent avoir. Et jusqu'à présent, ils interdisent le fait de faire toute recherche là-dessus. Voilà. Merci beaucoup.